Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité et à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est parti pour le sommaire. No more plastique, le cri du cœur est signé Rosalie Mann. Cette maman engagée vient nous parler des effets terribles du plastique sur notre santé et aussi sur celle de nos enfants. Dans son livre, l'auteur relate 7 ans de recherche scientifique et nous livre des alternatives, c'est ô combien important, alternatives au plastique, et elles sont nombreuses. Vous le verrez, elles existent. Pollution plastique, quand les Nations Unies s'emparent du sujet, les pays membres discutent encore et toujours d'un traité mondial, on espère. Pas encore d'accord, mais des avancées importantes. Là aussi, on en parle avec notre invité. Puis le plastique partout et à toute heure, même dans des lieux insoupçonnés. Alors, comment faire ? Vivre sans plastique, est-ce que c'est véritablement possible ? Comment réduire drastiquement la production ? 460 millions de tonnes par an, si je ne m'abuse. Élément de réponse avec notre invité. C'est parti. On est très heureux dans le Mag sur School TV d'accueillir Rosalie Mann. Bonjour Rosalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, fondatrice et présidente de No More Plastic. C'est le même titre concernant votre ouvrage qui est sorti en septembre dernier. No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé. C'est aux éditions à La Plage. Et je crois que vous avez aussi créé un prix. Oui, tout à fait, le Human Prize, au moment du Festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine du cinéma positif. C'était pas mal, j'ai l'impression. C'était pas mal, oui. Elle a mis la force. Qu'on refera encore cette année et chaque année à Cannes. Oui. Ah d'accord, donc c'est directé, vous allez le faire chaque année ? Oui, Parce absolument. qu'il y a eu du monde qui a répondu présent, j'ai vu pour la... Absolument, on a remis le premier prix à Golshifteh Farahani, Camille Etienne et Patti Smith. Et Patti Smith, exactement. Effectivement, ça représentait quoi pour elle ? On a vu ces très belles photos, cette belle galerie de stars, on peut le dire, effectivement, avec ces sourires, et ces personnes qui sont engagées. Ça, on voit d'ailleurs des vidéos. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de remettre à l'honneur les valeurs humaines que je trouve on délaisse énormément dans notre société et de montrer qu'il y a des personnalités qui s'engagent réellement dans des actions à valeur humaine très fortes. Ouais. Donc Patti Smith, tous les engagements, ils sont tellement nombreux de toute sa vie. Camille Etienne sur les PFAS, notamment, elle a fait énormément bouger la société sur un éveil de conscience sur cette pollution invisible. Et Golshifteh Farahani, incroyable. Et vous avez le sentiment que leur voix commence à apporter justement sur tous ces sujets, à commencer par celui du plastique qui, j'ai envie de dire, est l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui, non ? On dit beaucoup le sucre, il y a le plastique qui est... Ah oui, on vit à l'ère du plastique plus qu'à l'ère numérique. Aujourd'hui, on pense vivre à l'ère numérique, mais ça, c'est demain. Les générations futures nous étudieront comme l'ère du plastique. On en a absolument partout, dans l'atmosphère, dans l'air, les sols, la mer et nos organes. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui également de santé publique et pas seulement une question d'écologie, comme beaucoup de gens le pensent encore, malheureusement, aujourd'hui. Tous ceux qui ont pris conscience de la dangerosité du plastique avaient notamment les yeux rivés ces derniers jours du côté de Busan en Corée du Sud. Il y avait ce traité international contre la pollution plastique qui était à l'étude avec tous les pays membres des Nations Unies. On pensait qu'on allait y arriver. Je me permets de dire on. Eh bien, il va falloir attendre encore un petit peu. Il y a des avancées tout de même. Pas de traité encore, mais... Oui, on va... Alors... Il y a des avancées, on a de plus en plus de pays. C'est une déception quand même ? On s'attendait vraiment à ce que Pour moi, c'est une déception parce qu'en fait, on a 50 ans de retard. On devait closer là. On devait closer et on a 50 ans de retard. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que la question de la santé publique sur le plastique, on le savait depuis 1970. Donc on a déjà, en fait, si vous voulez, ce traité, il arrive déjà très tard. Donc aujourd'hui, le fait d'apprendre qu'on ne s'est même pas encore entendu sur la réduction du plastique, c'est un vrai problème. Et un problème pour l'humanité parce que ça nous concerne absolument tous. C'est un souci, on va devoir... En fait, le plastique est un matériau fantastique. Le problème, c'est qu'on l'a introduit dans beaucoup trop de produits de notre quotidien, qu'on utilise absolument tous les jours. Et en fait, c'est comme si vous vous empoisonniez un peu comme ça, tous les jours, avec un produit toxique. C'est-à-dire que même moi, qui ai l'impression d'être un peu au fait de l'actualité, je m'empoisonne tous les jours avec du plastique. Absolument. En brossant les dents, en cuisinant, Absolument, parfois même sans le savoir. Par exemple, un sachet de thé a toujours des filaments de plastique. Et quand vous allez chauffer un plastique, il va générer davantage de microparticules. Vous m'angoissez là, parce que j'avais freiné le café, j'étais plus sur le thé, mais là, ça y est. Vous pouvez faire le thé, mais il faut prendre au vrac des boules à thé en inox, ça marche très bien, mais c'est juste pour se rendre compte que le plastique est absolument partout. Quand vous mâchez un chewing-gum, vous mâchez du plastique, sauf si c'est écrit plastic free sur l'emballage, ce qui est très rare. Je ne l'ai jamais vu écrit, moi, donc oui. Non. Voilà. Donc c'est des vrais sujets de santé publique, et oui, il faut prendre conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre.
c'est pour qu'on ait toutes les clés en tant que citoyen pour faire des choix éclairés. C'est-à-dire ne pas subir aveuglement cette pollution. Moi, j'aurais voulu avoir ce livre au moment de ma grossesse. Il y a plein de choix que j'aurais fait autrement. Lesquels ? Déjà de ne pas boire dans de l'eau minérale, dans du plastique, ça c'est la première chose. De ne pas prendre des Tupperware dans du plastique, de ne pas chauffer du plastique dans mon micro-ondes ou dans mon four, même si c'est indiqué que c'est possible. De ne pas mettre des produits en plastique dans mon lave-vaisselle parce que ça vient contaminer toute ma vaisselle. Toutes ces choses-là, en fait, j'aurais voulu les connaître, les apprendre, savoir que j'ai besoin d'aérer l'appartement régulièrement parce qu'on a énormément de microparticules de plastique, beaucoup plus dans les airs intérieurs de nos appartements qu'à l'extérieur, puisqu'on a énormément de produits tous les jours. Et les chambres des enfants sont beaucoup plus contaminées, à cause des jouets notamment, des jouets, des peluches, des rideaux, si vous avez des rideaux en matière synthétique. Donc de fait, nos enfants sont beaucoup plus exposés, Rosalie ? Nos enfants sont beaucoup plus exposés et surtout, ils naissent tous prépollués aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous nos enfants ont dans leur organisme, dès leur naissance, des microparticules de plastique. Tout simplement parce que leur mère a ingéré elle-même des plastiques au moment de la grossesse. Dans ses organes ? Dans ses organes, exactement. Et donc c'est une vraie question de santé publique parce que avec cette explosion de l'utilisation du plastique, on constate une augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. Une augmentation de 80% entre 1999 et 2019. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai souci de santé publique aujourd'hui et qu'il va falloir que tous, on se mette autour de la table, d'autant que les solutions, elles existent. On en connaît déjà plein. On a délaissé l'industrie du verre. On voit Duralex qui est en difficulté. C'est insensé de voir ça aujourd'hui. Le verre, il ne faut pas l'imaginer comme des bocaux de nos grands-mères anciens, etc. Il faut l'imaginer dans un monde de l'ère numérique, c'est-à-dire comment on va utiliser ce matériau noble pour en faire quelque chose de léger, incassable. On peut faire du verre à base d'algues aujourd'hui. Il y a énormément d'innovations qui existent, sauf que les investissements ne suivent pas, qu'on va énormément investir dans le recyclage du plastique, alors qu'on sait aujourd'hui par les études qui existent que le recyclage du plastique est plus toxique. Il génère plus de microparticules et de nanoparticules et que c'est des vraies questions non seulement de santé publique, mais également de climat, puisque les microparticules aujourd'hui sont en concentration extrêmement forte dans l'atmosphère et vont intensifier et amplifier les ouragans, les pluies diluviennes, etc. Mais alors attendez, Rosalie, en fait, quand on voit ces images qui sont terrifiantes, bien sûr, qu'on connaît tous de vortex au Pacifique et tout, vous me dites que c'est une menace, mais ce n'est peut-être pas la principale menace. La principale menace, c'est peut-être celle des micros, des nanoparticules que l'on ne voit pas et qui se créent tout au long du cycle de la vie. Oui, d'un plastique, absolument. En fait, les vortex qu'on voit, c'est que le haut de l'iceberg. Le vrai cœur du sujet, c'est les microparticules de plastique. En fait, le plastique, c'est un sous-produit du carburant. Donc, évidemment, l'industrie du pétrole et du gaz a tout intérêt à ce qu'on aille vers le recyclage parce que ça veut dire qu'ils vont perpétuer encore et toujours ce matériau. C'est pour la raison pour laquelle le gouverneur de la Californie a poursuivi Exxon en septembre pour mensonge sur le recyclage du plastique. Pourquoi mensonge sur le recyclage du plastique ? Ils le savent depuis combien de temps ? Parce qu'ils le savent depuis les années 70. Donc près de 50 ans. Donc quand on me dit 50 ans, voilà, on a 50 ans de retard clairement sur ce sujet. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que l'opinion publique se réveille et surtout qu'on comprenne que sur les 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit par an, il y a 2 industries seulement qui correspondent à plus de 50%. Ça veut dire les emballages et le textile. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous refaire le monde. Et sur les emballages, on a à peu près 30% d'emballages totalement inutiles. C'est-à-dire qu'il faut que absolument toutes les PME, toutes les entreprises réfléchissent sur le taux d'emballage inutile qu'ils ont. Déjà, ça va leur faire des économies. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui fait des économies, il est ravi. C'est ce que vous dites, vous. J'imagine que vous rencontrez, vous êtes aussi consultante des chefs d'entreprise. Pour leur faire comprendre, vous leur parlez chiffres justement ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, il faut déplastifier l'industrie, c'est aussi faire des économies, parce que ce plastique, il n'est pas gratuit. Ce plastique, je vais vous donner un exemple des pâtes Barilla, on connaît tous. Il y a cette petite fenêtre en plastique qu'ils avaient auparavant, ils l'ont enlevée, ils l'ont retirée, ils n'ont pas perdu de chiffre d'affaires, bien au contraire, et ils ont fait des économies parce que cette petite fenêtre correspondait à des milliards de tonnes de plastique par an, et c'est des économies pour cette entreprise. Donc déplastifier son entreprise, malgré les idées reçues,
ça ne va pas vous coûter plus cher, au contraire. Et en plus de ça, vous serez vraiment éco-responsable et conscient de la santé publique de vos consommateurs. On parlait de santé publique, c'est assurément un sujet de santé publique. Ça devrait être même cause nationale, mais ça n'engage que moi, ou peut-être que nous deux. Vous parliez tout à l'heure des cancers supplémentaires que ça a provoqué ces dernières années, notamment chez les personnes jeunes, moins de 50 ans, plus 80%. Il y a d'autres pathologies, d'autres maladies qui ont été identifiées au cours des nombreuses recherches que vous avez compilées. Je crois qu'il y a plus de 7 ans de recherche, effectivement. Absolument, 7 ans de recherche. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment... Alors, il y a l'infertilité, la hausse de l'infertilité, les maladies de Crohn, l'endométriose. Alors, pourquoi l'endométriose? Est-ce qu'on sait pourquoi l'endométriose? Alors, l'endométriose, tout simplement parce que ça va créer des inflammations supplémentaires au moment... Et la femme est beaucoup plus vulnérable. En fait, ça ne veut pas dire que les hommes sont épargnés, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que la femme est beaucoup plus vulnérable à ces microparticules de plastique parce qu'en fait, ils contiennent énormément de toxines, de substances chimiques, de perturbateurs endocriniens, etc. Et une femme va les stocker davantage au moment du cycle de la femme, donc au moment de la puberté, des menstruations ou de la ménopause, et quand vous êtes enceinte au moment de la grossesse et de la lactation. Donc tout ça, les femmes doivent le comprendre, le savoir, parce qu'elles donnent aussi la vie, donc elles viennent aussi contaminer les générations futures. Donc c'est des vrais sujets de santé publique aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé également un véritable impact sur les maladies cardiovasculaires, les AVC, l'augmentation... C'est la première cause, on en a fait une émission récemment, première cause de mortalité chez les femmes. L'AVC aujourd'hui, loin devant le cancer du sein. Tout à fait. Et aussi les maladies cardiovasculaires, très présentes aussi chez la femme. Et une augmentation des maladies de Parkinson, des maladies de l'Alzheimer... Enfin, c'est un vrai sujet assez global et en même temps, on le comprend parce qu'en fait, on l'a introduit tellement dans notre quotidien que c'est évident qu'un produit toxique... En fait, j'aime bien faire le parallèle avec le tabac parce que longtemps, les médecins ont recommandé de fumer. C'était vendu en pharmacie. Et puis, on a su se rendre compte que c'était une erreur et de faire machine arrière. Il va falloir faire la même chose pour le plastique. Falloir comprendre qu'on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû l'introduire dans tant de produits de notre quotidien et que oui, le plastique, on va en avoir besoin dans différentes industries. Je ne remets pas ça en cause, mais pas au contact direct de notre santé et de... Mais ce n'est pas seulement une question de sagesse de le reconnaître. Là, il y a on l'a un petit peu évoqué, une grosse question d'argent avec les lobbies. Absolument, oui. C'est des très gros... 50 ans et on n'a toujours pas ce traité international. C'est que ça représente beaucoup d'argent. Ça représente beaucoup d'argent, ça représente aussi beaucoup d'emplois, donc ça c'est clair, mais il va falloir qu'on transforme tout ça. C'est-à-dire que c'est pas une question de décroissance. L'idée n'est pas de tout chambouler et de n'avoir pas d'objectif à côté. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, notamment le verre, mais il y a aussi les algues brunes. Il y a une véritable, aux États-Unis, ils appellent ça le Seaweed Revolution, qui correspond à beaucoup d'emballages ou d'emballages vraiment nécessaires qu'on aurait besoin, qui serait possible d'être produits avec des algues brunes complètement biosourcées, donc qui ne représentent pas le même danger que le plastique. Plus cher. Et là, du coup, c'est plus pour les entrepreneurs qui nous regardent. Tout coûte plus cher que le plastique puisqu'on en produit 460 millions de tonnes. Donc évidemment que, en plus, je constate une chose, c'est que les gens ont envie de trouver une alternative identique. Mais il ne faut surtout pas trouver une alternative identique au plastique puisque c'est justement ça qui nous a posé problème. C'est-à-dire qu'à force de l'introduire partout, d'avoir des quantités tellement gigantesque. C'est ce qui pose problème. Il faut, comme toujours, consommer avec modération tout. Le plastique, si on ne l'avait pas consommé comme ça, sans modération, on n'en serait pas là. Vous m'avez dit le verre, vous m'avez dit les algues. Les algues brunes. Le bois. Le bois, évidemment. Le bois biosourcé dans des cultures... protégés, etc. L'inox. Et surtout, ce sont des matériaux complètement recyclables à l'infini. Parce que le plastique ne se recycle pas. Il se décycle, comme le dit très bien Nathalie Gontard, qui est une spécialiste au CNRS, qui étudie le plastique depuis plus de 30 ans. Et elle l'a très bien décrit. Le plastique ne se recycle pas, il se décycle. C'est-à-dire que pour refaire quelque chose en plastique, à l'identique, vous aurez besoin de plusieurs bouteilles d'eau, par exemple, en plastique, etc. Mais même si on trouvait la technologie pour faire justement un recyclage fermé, c'est-à-dire de refaire à l'identique un produit à partir du plastique, ça n'enlèverait pas sa toxicité et le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il génère énormément de microparticules et de nanoparticules de plastique qui sont dans l'air, dans le sol, dans l'eau.
Vous avez écrit un livre, vous avez écrit un manifesto. Oui. On vous voit dans tous les médias, télé, radio. Comment faire entendre au gouvernement aujourd'hui l'urgence concernant le plastique? Déjà, comment peut-on faire plus aujourd'hui? Déjà se renseigner, parce que quand on ne comprend pas le sujet, on pense que le recyclage du plastique c'est formidable, que l'hérésie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que prend aujourd'hui le gouvernement et l'Europe, de prendre 100% de plastique recyclé pour 2030, c'est nous emmener droit dans le mur en fait. C'est absolument pas la solution qu'on doit prendre. Aujourd'hui, recycler, il faut le recycler, mais dans certaines conditions et pas dans l'usage de produits de tous les jours, etc. Et surtout pas quand il est au contact direct des rayons UV du soleil. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les pays d'Afrique et dans les pays de l'Inde où on envoie nos déchets, on leur fait croire que le recyclage non seulement va augmenter leur économie, mais aussi que ça va permettre une urbanisation intéressante de leur ville, etc. C'est totalement faux. Il y a une augmentation des cancers dans ces pays actuellement à cause des plastiques présents là-bas. Et surtout, ils ont le soleil toute l'année. Ce qui veut dire que quand vous recyclez un matériau plastique pour faire des dalles, des murs, des bâtiments, tout ça génère des gaz à effet de serre. Donc on est tous concernés. À force de vouloir... En fait, beaucoup de pays renvoient les déchets dans ces pays-là en se disant, bon, on a un gros problème, qu'est-ce qu'on va faire ? On les met ailleurs, ça ne va plus nous concerner. Mais c'est faux, on est interconnectés. Il n'y a pas de frontières au niveau de l'atmosphère, de l'air, de l'eau que nous respirons, de l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Donc tout ça, c'est un sujet mondial et il va falloir qu'on règle réellement cette question, surtout qu'il y a des possibilités économiques dans le verre, dans les algues brunes. Nous sommes la 2e puissance mondiale maritime. Donc, en question d'alternative des algues brunes, il y aurait énormément à faire en termes d'économie. Ouais. Quel type d'intervention on pourrait faire dans les écoles? Parce que quand vous me parlez de recyclage, j'ai l'impression qu'effectivement, quand je parle un petit peu avec des amis ou avec les gens, qu'effectivement, le recyclage du plastique, ça pourrait être une solution. Et j'ai l'impression que c'est même ce qu'on inculque un petit peu à nos enfants aujourd'hui à l'école. Malheureusement, oui. Beaucoup de programmes, en tout cas concernant les SVT, notamment mon fils avait eu ça l'année dernière, effectivement recommandent toujours le plastique recyclé comme étant la solution. Donc effectivement, il va falloir revoir nos programmes. Nous, on donne beaucoup de conférences au niveau des universités notamment. Alors c'est plus grand, mais il faudrait, dès le premier âge, effectivement, avoir une véritable connaissance, parce que la connaissance permet de faire les bons choix éclairés, en fait. Si on ne comprend pas le sujet, on fait forcément fausse route. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon fils, on a créé No More Plastic Kids, qui est un programme pour les enfants, qui est développé malheureusement encore très peu en France, mais beaucoup à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Et c'est un programme pour les enfants qui explique en fait autour de 7 petits monstres du plastique, comment 7 petits monstres ont l'ambition d'envahir le monde pour en faire un monde de plastique. On dit que la prise de conscience est totalement différente selon les pays? Oui, elle est très... Chez les anglo-saxons, c'est déjà différent? C'est déjà différent. Ils ont conscience depuis bien longtemps de la toxicité des produits, du produit plastique issu de la pétrochimie. Le roi d'Angleterre est très au fait de ces sujets parce qu'il il est très très concerné depuis très longtemps. Avant d'être même roi, au moment où il était prince, il était très investi dans ces sujets. À Monaco aussi, peut-être, je sais qu'ils sont très, très au fait de ces questions. Absolument. Il y a beaucoup de produits qui sont vendus, vous savez, en vrac, dans du verre. Enfin, il y a des consignes qui sont remises en place. Il y a énormément de choses qui sont faites à niveau international sur ces sujets. Ils sont malheureusement, en avance sur nous. Quand on parlait de chiffres tout à l'heure, on m'avait dit que donc, alors on va revenir sur les chiffres, 460 millions de tonnes, ça c'est la production par an. Alors c'est pour 2023, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, ça va augmenter. Donc on n'a pas encore les chiffres pour 2024. Donc on sait que ce sera au moins 400. Vous avez bon espoir que ce soit... J'ai pas du tout espoir. J'ai tenté. Oui, mais malheureusement, je pense que ce sera plus. Après, est-ce qu'on va arriver jusqu'aux 500 millions qu'on nous annonce, parce que c'est des projections de 500 millions de tonnes? J'espère pas. Mais oui, c'est en augmentation perpétuelle. C'est pour ça qu'à Busan, ils souhaitent réduire cette production de plastique à la source. Parce que plus on produit, plus nous sommes exposés. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc 460 millions, et sur ces 460 millions de tonnes, il y a 50%, on m'avait dit, que l'on doit, 50% de la production mondiale que l'on doit donc au packaging, à l'emballage. Et au textile. Et au textile. Absolument. Quand vous portez un vêtement en polyester, il faut que vous sachiez que vous mettez votre santé en danger.
Un polyester, c'est un matériau extrêmement toxique qui, par exemple, quand vous allez suer, alors pourquoi je vous parle de la Même une fois lavé, peu importe. Ah non, mais c'est dès que vous le portez, en fait. Quand vous portez, vous créez des nanoparticules qui vont dans l'air. Ce n'est pas juste au moment du lavage. Et quand vous suez, pourquoi je vous parle de la sueur? C'est parce qu'il y a des études qui ont montré que quand vous suez, vous allez davantage imprégner tous les toxines présentes dans ces fibres polyester. Donc c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que le sport, typiquement, il y a énormément de matériaux issus du polyester, du polyamide, du nylon, etc. C'est même souvent un argument de vente en polyester. Enfin, absolument. Ouais. Et malheureusement, quand on fait du sport, évidemment, on sue. Ça veut dire que c'est les moments où on est le plus exposé à cette pollution microplastique. Donc évidemment, c'est difficile de conceptualiser tout ça pour le public parce que tout ça est invisible. Donc quand c'est invisible, on a l'impression que ça n'existe pas. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Elle est bien visible. On a énormément d'études. Aujourd'hui, nous savons que nous en avons dans le sang. Donc il y a des cliniques, par exemple en Suisse, qui permettent de nettoyer le sang de vos microparticules de plastique. Donc il y a des technologies qui arrivent pour des solutions, sauf que ça coûte très cher, que c'est réservé à une certaine élite, on va dire. Et un qui est au courant, un, deux qui a les moyens. Voilà, et en plus, il faut le faire très souvent parce que vous en respirez. Quels sont les traitements aujourd'hui en France, justement, quand on parlait justement de ce qui se fait en Suisse? Il y a des traitements et des protocoles en France, justement, et pas notamment encore. pour... Pas encore, absolument pas. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un test pour savoir combien de microparticules vous avez dans votre sang, c'est très compliqué. Il faut aller vers des laboratoires en Allemagne, en Belgique. C'est quoi? C'est une prise de sang, essentiellement? C'est une prise de sang et vous vous demandez à savoir quel type de microparticules de plastique vous avez dans le sang. On parlait de ces 50%, j'aimerais revenir. On a dit que c'était plus compliqué pour le textile, pour qu'il réduise, j'imagine. Enfin, tout est possible, encore une fois. Il y a plein de... Enfin, je sais pas, ils peuvent peut-être trouver des alternatives. Pour les emballages, on peut trouver des alternatives, justement, et pour réduire drastiquement cette production de plastique? Sur les emballages, qui correspond à peu près à 38% de ces 460 millions de tonnes, ce qui est énorme, 38%, en fait, on a 30% de ces 38% qui sont totalement inutile. C'est-à-dire qu'on n'a jamais challengé le sujet. On a toujours fait comme ça, donc on pense que c'est des emballages utiles. Alors, même nous, on le voit très bien dans le commerce, il y a énormément d'emballages qui ne servent strictement à rien. Un concombre emballé dans du plastique, expliquez-moi. Vous pouvez voir à l'étranger, notamment au Japon, des fraises emballées dans du plastique, mais à l'unité. C'est-à-dire que chacune de vos fraises sont emballées dans du plastique. Donc on voit bien qu'il y a énormément d'emballages totalement inutiles. Il faut vraiment se poser les questions tous, communément, de se dire, voilà, comment on va réduire notre plastique dans les textiles et dans les packaging. Alors le textile, pourquoi? Parce que plus vous allez regarder la composition sur vos étiquettes de combien de polyamide ou de polyester vous avez dans un produit, dans un vêtement, vous allez tout à fait pouvoir réduire aussi votre consommation. Parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup trop. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements 100% naturels, que ça soit en laine, en soie, en coton, biologique, etc. C'est extrêmement compliqué. Eh bien, ça me permet également d'être plutôt fière, de me dire, bon, je consomme moins. Je vais moins. Il y a énormément de produits qui m'intéressent, qui sont très jolis dans le commerce. Mais quand je vois que tout est fait en polyester, en polyamide, et que je sais l'impact que ça a sur ma santé, eh bien, je préfère les regarder dans une vitrine, mais pas forcément les porter. Je vous prends au mot. C'est quoi les mots pour les novices comme moi qui ne connaissent pas les mots concernant le plastique, qui ne sont pas spécialisés en plastique? C'est quoi les mots qu'on doit repérer sur les étiquettes, les mots à bannir, du coup? Alors, polyester, nylon, polyamide, polyester, polyéthylène. Tout ce qui est poly, déjà, c'est pas voilà, c'est pas bon. En général, c'est pas bon. Oui, tout à fait. Donc ça vous permet, tout ça, c'est du plastique. Et effectivement, regardez, alors malheureusement, même aujourd'hui, alors on critique énormément la fast fashion et on a raison de le critiquer parce qu'effectivement, ils utilisent énormément de polyester. Mais c'est aussi les grandes marques. Aujourd'hui, c'est très très difficile de trouver des matériaux totalement nobles. Et la laine est un vrai matériau d'avenir. Alors, la laine, aujourd'hui, on est capable de faire des maillots de bain, des bikinis.
en laine. Ah oui, moi j'en ai un. C'est un peu chaud, non? Non, D'accord. pas du tout chaud. Ça ressemble un peu, en fait c'est une question de tissage. Ça ressemble un peu à comme si vous aviez de la soie. Et ça vous protège des UV du soleil. C'est hyper, c'est waterproof, ça sèche assez rapidement. Il y en a aussi pour les hommes. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler d'une marque française. Allez-y, bien sûr. Villebrequin fait des maillots de bain pour hommes en laine, etc. Donc non, c'est possible. Alors il va falloir un budget, parce que du coup Villebrequin, il va falloir un budget également, parce qu'on parle beaucoup de la nourriture en ce moment, il va falloir un budget aussi demain pour s'habiller. Alors, en fait, il faut comprendre que plus on va mettre ces matériaux dans beaucoup d'industries, plus le coût va baisser. C'est-à-dire que le marché va changer aussi la donne. Donc évidemment, il va falloir taxer le plastique. Typiquement, il y a une chose très intéressante qui se passe aujourd'hui économiquement. Le Sénat a décidé de taxer les bouteilles d'eau en plastique. Donc vous allez me dire, en soi, c'est pas mal. Il passe de 5 à 20%. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas boire l'eau du robinet dans beaucoup de régions de France et du monde. Et donc, donner en fait toujours la responsabilité économique et quelque part punitive aux consommateurs, ça n'est pas la solution. Si par exemple ils avaient augmenté la TVA sur les bouteilles d'eau en plastique, mais par exemple réduit celle des bouteilles en verre, là, ça aurait été équitable. Mais aujourd'hui, un consommateur a le droit de choisir, de savoir quoi consommer. Moi, par exemple, je bois dans l'eau minérale dans du verre et c'est très, très compliqué d'en trouver dans le commerce. Il y a ces recyclages, vous savez, de consignes Loop qui met ça en place. Mais c'est très complexe. Comme avant, Comme avant, vous dire. Exactement. Mais qu'on devrait voir beaucoup plus fréquemment. Et si on baissait la TVA sur les bouteilles en verre, ça permettrait aux femmes enceintes, aux enfants, de pouvoir boire de l'eau minérale s'ils en ont envie. Si on devait retenir des gestes essentiels, justement, pour les jeunes mamans ou les femmes enceintes, vous leur conseilleriez quoi, justement? Vous auriez conseillé quoi, vous, à la jeune maman que vous étiez à l'époque? Alors, de ne pas boire l'eau dans des bouteilles en plastique, ça c'est primordial, parce qu'il faut boire de l'eau minérale quand on est enceinte, et c'est ce que nous dit notre gynécologue la plupart du temps. Mais alors, évitez vraiment ces bouteilles d'eau en plastique. Moi, je vous coupe, Rosalie, mais même... Bon, je vais la citer, Montroucou. Non, mais tous. Tu dois donner après de l'eau à ton bébé. Et je sais que le choix de l'eau, c'est souvent... ça doit être millimétré, c'est un casse-tête. Si tu changes d'eau, ça peut créer des coliques, des patati patata. Absolument. Mais toutes ces eaux, elles sont en bouteilles plastiques. Alors, elles ne sont pas toutes en bouteilles en plastique. Moi, je vous dis, je les prends au commerce en verre. Le problème, c'est qu'elles sont très chères. Et que c'est ce que je demande justement au gouvernement, de réduire, non pas d'augmenter uniquement la TVA sur les bouteilles d'eau en plastique, ça je trouve ça très bien, mais de réduire celle des verres. Parce que de réduire, augmenter d'un côté mais ne pas réduire de l'autre, l'alternative qui est possible, ça n'est pas viable. Et d'autant plus que si on injectait tous les investissements qu'on met dans le recyclage du plastique dans l'industrie du verre, le verre serait capable d'être beaucoup plus léger, incassable, beaucoup plus, qui dégage beaucoup moins de gaz à effet de serre au moment du recyclage, etc. Et surtout, il faut savoir que la marque Coca-Cola savait depuis les années 70 qu'ils avaient mis une étude, ils avaient demandé à leur agence de faire une étude pour voir ce qui était le plus écologique. Est-ce que le verre, de continuer à vendre du Coca-Cola dans du verre ou du plastique? Et figurez-vous que les résultats étaient très intéressants. Il était évidemment écrit que le verre était beaucoup plus écologique à condition qu'il soit réutilisé 15 fois. Donc on voit bien que les consignes sont vraiment quelque chose à mettre en place dès à présent. C'est-à-dire que de pas seulement se dire « Ok, il y a les alternatives du verre, mais comment on va réutiliser ce verre ?» L'autre recommandation... Ça n'a pas le même goût. Tu sens que ça n'a pas le même goût? Absolument, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est ce que dit mon fils. Il dit que quand il boit dans du plastique, ça n'a pas le même goût. Je vous avouerai que je n'ai pas ce palais aussi développé. Mais à l'époque, je sais que je disais toujours je veux la version rouge et en bouteille, s'il vous plaît. Et l'autre recommandation, c'est d'éviter les gourdes en plastique. Et surtout pas en plastique recyclé, c'est encore pire que tout. Ceux qui vous disent que vous allez sauver la planète en contribuant... Il faut des gourdes en quoi, alors, s'il vous plaît? En inox, en verre. Vous avez aussi en verre aujourd'hui. Il y a énormément d'autres alternatives qui existent dans le marché. Le problème, c'est que c'est souvent difficile à trouver.
plus cher. Et c'est ça qu'on reproche et qu'aujourd'hui, avec No More Plastic, on essaye de changer les mentalités au niveau du marché même. Mais pour ça, il faut avoir les éléments aussi en tant que citoyen, parce que c'est le citoyen qui va pouvoir changer le marché également. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à regarder nos étiquettes de vêtements, plus on sera nombreux à challenger les marques qu'on aime en disant mais pourquoi vous ne faites pas tel ou tel produit dans du verre, plus on sera nombreux en fait à être conscients de cette pollution, plus le marché changera. Aujourd'hui, il y a le Nutri-Score, il faudra un Plastiscore. Oui, ce serait bien que le Nutri-Score ait un Plastiscore automatiquement dedans. Il y a des pays qui font ça ? Alors malheureusement pas, non, pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir grâce à No More Plastic, à n'en pas douter. Je rappelle votre ouvrage, No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé. C'est aux éditions à La Plage. Il y a également les... Ah, j'ai oublié comment vous dites le prize. Le Human Prize. Si, c'était ça, oui. Le Human Prize. Donc le prochain, ce sera au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, oui, en mai prochain. Pendant la semaine du cinéma positif. Avec du beau monde et des gens ô combien inspirants et intéressants. Et on rappelle aussi, je l'ai appris, No More Plastic Kids. Absolument, un programme pour les enfants. C'est sur un site internet, vous pouvez vous inscrire et avoir le programme. Merci infiniment, Merci Roselina, d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mac. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.